Et c'est une semaine décisive qui s'ouvre demain. La planète finance risque-t-elle le krach? Tous les regards sont tournés vers les bourses après la dégradation des États-Unis par Standard & Poor's. On va donc ce soir très largement s'arrêter sur les conséquences de cette décision. Mais d'abord les derniers développements, la mobilisation qui est générale. Toute la journée, chefs d'État et de gouvernement du G20 se sont concertés pour trouver la parade. Yves Gincard. Ce n'est plus une dégringolade, c'est un saut dans le vide. Aujourd'hui, Tel Aviv, l'une des seules places financières ouvertes le dimanche, a enregistré une chute record, moins 6,99% pour la bourse israélienne. Dans cette salle des marchés, la nervosité est à son comble. La bourse de Tel Aviv réagit exactement comme toutes les autres en fin de semaine. Les violentes chutes enregistrées touchent de plein fouet les investisseurs israéliens. L'inquiétude ressentie par les marchés ne se calme donc pas. La dégradation de la note des États-Unis ce week-end a aussi frappé les bourses des monarchies pétrolières du Moyen-Orient. Dubaï perd 3,69%, Abu Dhabi moins 2,53%. Pour tenter d'endiguer la crise, l'heure est à la mobilisation générale. Le G20, qui réunit les 20 premières économies du monde, a tenu ce matin une conférence téléphonique d'urgence. Une déclaration visant à calmer les marchés pourrait être publiée cette nuit avant leur ouverture. À la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet et les gouverneurs de la zone euro tiennent eux aussi en ce moment une vidéoconférence. Ils pourraient décider d'intervenir pour soulager l'Espagne et l'Italie d'une partie de leurs dettes. Enfin, aux États-Unis, la Banque centrale américaine réunira mardi son comité directeur. Objectif, restaurer la confiance des marchés. Bonsoir Stéphane Breitner, vous êtes donc sur place à Washington. Les Américains ont-ils pris la mesure de ce qui est en train de se jouer ? Bien sans doute pas avant demain, lorsque tous les yeux seront rivés sur l'ouverture des marchés financiers sur Wall Street. Le ton sera alors donné sur la suite de cette crise. S'agit-il d'une crise passagère ou bien d'un début de récession? Le mot a été prononcé pour la première fois ce matin à la Maison-Blanche. Alors aujourd'hui, Barack Obama dispose d'une marge de manœuvre évidemment extrêmement réduite. Les caisses de l'État sont vides, l'économie est à plat, le chômage ne baisse pas. Bref, dans ces conditions, difficile de redresser la barre. Et puis il y a une autre menace qui plane sur la tête des États-Unis, c'est l'éventuelle dégradation de sa note par les deux autres agences de notation. Eh bien, pour l'instant, elles disent qu'elles y réfléchissent. Merci Stéphane. Et justement, on va découvrir votre reportage, portrait d'une Amérique qui vit au-dessus de ses moyens. Le modèle du crédit facile a peut-être atteint ses limites. Imaginier Aaron Diamond. Aux États-Unis, à la périphérie des villes, il y a toujours des concessionnaires avec des parkings remplis de voitures. Des voitures que l'on achète toujours à crédit. Le pays endetté jusqu'au cou, les taux d'intérêt qui vont grimper. Ce matin, cela n'incite pas vraiment les candidats à se lancer dans un nouvel achat. On avait vraiment besoin d'être secoués. Si les crédits coûtent maintenant plus cher, peut-être que les gens vont enfin réaliser qu'il faut faire quelque chose. Tout va augmenter maintenant et ça, je ne crois pas que l'économie va le supporter. Elle va partir en vrille. Au pays de la consommation, chaque Américain a au moins 15 000 € de dettes à rembourser. Ici, tout se paye à crédit, même un café ou un sandwich. Chacun a généralement dans son portefeuille au minimum 4 cartes de crédit, une habitude qui pourrait bien changer. Je vais peut-être modifier mon train de vie, sortir moins souvent, acheter moins. Je n'utiliserai sans doute pas autant ma carte de crédit, mais je m'en servirai quand même. Ça va aller. L'Amérique est le pays le plus fort du monde. Alors c'est vrai qu'il arrive de temps en temps qu'on morde de la poussière, mais on s'en sort. La famille Thompson est venue du Mississippi faire du tourisme à Washington. La situation du pays les inquiète parce que cela risque de changer leur mode de vie. Pour nous, ça veut dire une hausse des taux d'intérêt. Nos prêts pour la maison, pour la voiture seront plus chers. Donc oui, ça va nous toucher directement et sans doute l'avenir de nos enfants. Avec la crise immobilière qui repart, rien n'incite à l'optimisme. Depuis quelques mois, les Américains semblent comprendre que, comme eux, le pays ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens. Et cette annonce de Standard & Poor's a provoqué la colère de Pékin, nous l'évoquions dès hier. La Chine demande à Washington d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Et pour cause, le pays est le premier créancier des États-Unis avec, tenez-vous bien, plus de 1200 milliards de dollars de bons du Trésor, soit 22% de la dette extérieure américaine. Contraste saisissant donc entre une Amérique qui vit à crédit et une Chine en plein boom économique où tout se paie comptant. Reportage sur place, Samassoula, Sylvain Guillaume.
Un dimanche ordinaire dans un centre commercial chinois. Dans ce rayon d'électroménager, les dernières technologies font fureur. On regarde, on s'amuse, mais pour ce père de famille, pas question de faire un achat impulsif et encore moins à crédit. Bien sûr que je sais ce que c'est que payer à crédit, mais pour moi, acheter une télé à crédit, c'est juste inacceptable. Inacceptable pour une télé comme pour tous les biens de consommation courante. Se priver, être raisonnable, c'est l'attitude d'une très grande majorité de Chinois. D'ailleurs, aucune de ces étiquettes ne propose de crédit ou de paiement en plusieurs fois. Les Chinois payent cash. Bien sûr que je paye toujours en cash. Quand je viens acheter, j'ai une certaine somme en poche et je choisis le produit en fonction de cette somme. Autant dire que l'endettement est ici perçu comme une faute. Et c'est cette notion que le gouvernement chinois a utilisée via les médias officiels pour tancer les États-Unis. Caricaturant l'oncle Sam avec le boulet de la dette, Pékin demande à l'Amérique de cesser de vivre au-dessus de ses moyens. Le ton est peu diplomatique, mais la Chine s'inquiète pour ses intérêts. Elle détient la plus grande partie des créances américaines. Je pense que les États-Unis, en tant que superpuissance, doivent prendre leurs responsabilités. La sévère leçon de la Chine à l'Amérique ne s'arrête pas là. Pékin estime qu'il faut désormais mettre en place un système pour surveiller le dollar américain et réclame même une réflexion internationale sur une nouvelle monnaie de référence. Et c'est précisément l'Asie qui donnera la tendance sur les marchés financiers. La bourse de Tokyo ouvre dans quelques heures à peine. En cas de forte chute, la dégringolade pourrait donc gagner l'Europe. Alors doit-on s'attendre à un lundi noir? Quel est ce soir l'état d'esprit des traders? Élément de réponse, Olivier Sibyl, Alexis Jacquet. Mobilisation générale dans les salles de marché. Ce soir, de nombreux traders sont rentrés de vacances dans l'urgence. Pour demain, ils redoutent un nouveau lundi noir. Ce qui inquiète, c'est tout d'abord l'exposition à la dette américaine. Jusqu'à présent, elle était considérée comme un placement de référence, sans aucun risque. La plupart des montages financiers en contenaient. Pour rester solvable, beaucoup de traders vont être tentés de vendre, donc de faire baisser la bourse, tout en sachant, autre inquiétude, que Standard & Poor's n'exclut pas une nouvelle dégradation de la note américaine dans les prochains mois. À plus long terme, ce qui inquiète aussi les marchés, c'est l'endettement de nombreux pays européens. 679 milliards d'euros pour l'Espagne, 1668 milliards pour l'Italie, un montant tellement énorme que toutes les richesses produites en une année ne suffiraient pas à rembourser. Une dégradation de leur note n'est pas à exclure, là aussi, mauvais pour les traders. Ce qui rassure par contre, c'est la note de la France. Malgré une dette de plus de 1600 milliards d'euros, son AAA meilleure note possible ne serait pas menacée. La perspective de la note française est stable, ce qui veut dire que nous n'attendons pas, nous ne prévoyons pas de revoir cette note dans l'avenir immédiat. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça n'est pas du tout un phénomène de ce type auquel il faut s'attendre. Enfin, depuis ce week-end, la mobilisation politique du G7, du G20, de la Banque Centrale Européenne pourrait être aussi un signe rassurant pour les traders. Même si à leurs yeux, elle arrive un peu tard. Demain reste donc la journée de toutes les inquiétudes. Oui, et en attendant demain, la mobilisation, on l'a dit, est générale. On vient de l'apprendre d'ailleurs, cette initiative franco-allemande de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Un communiqué vient de tomber il y a quelques minutes. Bonsoir Guillaume Daré, vous êtes devant le ministère de l'économie à Paris. De quoi s'agit-il exactement ? Julien, c'est une déclaration commune Angela Merkel-Nicolas Sarkozy que nous avons effectivement obtenue il y a à peine une dizaine de minutes. Eh bien, ils rappellent tous deux leur détermination à mettre en œuvre pleinement le plan d'aide à la Grèce. C'est évidemment un message adressé au marché à quelques heures seulement de l'ouverture des bourses. L'objectif, c'est évidemment de restaurer cette confiance. Il rappelle par ailleurs que l'Italie, l'Espagne ont commencé à faire des efforts pour réduire leur déficit et explique que le fonds européen sera amélioré dans son efficacité. Nicolas Sarkozy qui va scruter cette ouverture des marchés boursiers derrière les murs de sa résidence du Cap-Nègre. Il sait que c'est une période absolument cruciale pour lui. Il veut évidemment forger cette image du président de crise. Et puis il sait aussi que si la crise venait à se poursuivre, le chômage continuerait probablement d'augmenter. Et ce serait alors extrêmement difficile pour lui de se faire réélire.
Merci Guillaume pour ces informations. Une chute des bourses qui pourrait avoir de